Le brigadier fut douloureusement impressionné de l'arrêt du médecin, il aimait Gribouille et il était profondément touché du dévouement si affectueux de ce pauvre garçon. De plus, il redoutait pour Caroline le chagrin que lui causerait ce cruel événement. Elle me l'avait confié, se dit-il, je devais le lui rendre en bonne santé, tel qu'elle me l'avait donné, elle va le retrouver blessé et mourant. Et il meurt pour moi, il meurt pour m'avoir sauvé. Il resta près d'une heure plongé dans ses pénibles réflexions, il marchait en long et en large à pas précipités devant la maison où son jeune ami recevait les dernières consolations du curé, de temps en temps il essuyait ses yeux humides, puis il souriait à l'espoir d'être admis à consoler et protéger Caroline pendant le reste de sa vie. Il s'entendit appeler par le curé, il entra et fut effrayé de la contraction des traits de Gribouille. « Il est temps, dit le curé, je vais chercher notre pauvre Caroline. Gardez-le, son âme est pure, et il semble avoir retrouvé la clarté d'intelligence qui lui manquait. » Le brigadier s'assit près de son ami, qui lui tendit la main en souriant. « Mon ami, dit le mourant, je vais mieux, j'étouffe moins, il s'est fait dans ma tête je ne sais quel travail, je sens mieux encore le bonheur de mourir pour vous, il me semble que je rends à ma chère Caroline tout ce qu'elle a fait pour moi. La pensée de la laisser entre vos mains me rend douce la séparation, qui ne sera pas longue, car vous viendrez me rejoindre près du bon Dieu, et près de maman, qui m'attend. Restez là, près de moi, mon ami, ne me quittez plus, ce ne sera pas long. » Une demi-heure s'était à peine écoulée depuis le départ du curé, quand la porte se rouvrit, et Caroline, pâle, baignée de larmes, entra précipitamment et s'approcha du lit. Ses sanglots l'empêchaient d'articuler une parole. « Ne pleure pas, Caroline, je suis content, je suis heureux, tu sais que j'avais envie de mourir, je ne te laisse pas seule, je te donne au frère de mon cœur. Je te le demande, ma sœur chérie, sois sa femme, il te le demande aussi, promets-le-moi, Caroline. Mon ami, dites-lui. Caroline, je vais mourir, dis oui. » Le brigadier s'était approché de Caroline, qui pour toute réponse lui tendit une de ses mains, pendant que Gribouille retenait l'autre dans les siennes. « Caroline, dit le brigadier d'une voix émue, je jure à mon pauvre frère mourant de vous consacrer ma vie et de faire de votre bonheur ma principale et ma plus chère occupation. » « Caroline, tu ne dis rien, reprit Gribouille avec inquiétude, dis, l'aimes-tu, seras-tu sa femme ? Je l'aime et je serai sa femme, répondit Caroline d'une voix à peine intelligible. Merci, Caroline, merci, adieu, ma sœur, bénis-moi. Adieu, mon frère. Monsieur le curé, où est-il ? Je ne vois plus bien. Ici, près de vous, mon enfant, dit le curé, qui avait suivi Caroline et qui préparait les saintes huiles pour la dernière cérémonie de l'extrême-onction. Gribouille semblait retrouver l'intelligence dont il avait été privé, il manifesta les meilleurs sentiments religieux, continua à consoler Caroline et le brigadier, et demanda M. Delmy. Le brigadier s'empressa de satisfaire aux vœux du mourant. Quand il apprit au maire l'événement terrible de la nuit et le désir de Gribouille, M. Delmy se hâta de suivre le brigadier. Gribouille vivait et parlait encore, mais sa respiration devenait plus précipitée, sa parole plus lente, sa voix plus faible. Il reconnut M. Delmy. « Merci, monsieur, merci, d'être venu. Je vous aimais, je vous ai, souvent, impatienté, pardon, pardon. Demandez, à madame, qu'elle me pardonne. Donnez-moi, votre main, en signe, de pardon. » M. Delmy, trop ému pour répondre, lui tendit la main sans parler, Gribouille la porta à ses lèvres, la baisa à plusieurs reprises puis il prit celle de Caroline et du brigadier, qu'il réunit dans les siennes et qu'il baisa également. « À présent, c'est fini, dit-il d'une voix haletante, le bon Dieu. Mettez sur mes lèvres, le crucifix, de maman. C'est bien. Adieu, à revoir. Caroline, mon frère, monsieur le curé, monsieur Delmy. Jésus. Seigneur. Je viens, maman, je viens. » Gribouille poussa un soupir et rendit à Dieu son âme innocente. Quelques minutes se passèrent pendant lesquelles on n'entendit que les sanglots de Caroline et les prières du curé, auxquelles se joignirent M. Delmy et le brigadier. Le curé regarda avec attendrissement le visage doux et calme du défunt, donna à ce corps
s'envit une dernière bénédiction, et, relevant Caroline, il la remit entre les mains du protecteur que lui léguait le frère qu'elle avait tant aimé. Elle ne résista pas au mouvement du curé. Le brigadier accompagna Caroline dans le jardin et s'assirent sur un banc. Ses larmes recommencèrent à couler, mais douces et consolantes, car la mort de Gribouille n'avait eu rien d'amer ni de cruel. Il avait désiré mourir, il mourait heureux d'avoir donné sa vie pour son ami et il laissait sa sœur aux mains d'un brave et honnête homme, dont le cœur dévoué et aimant remplacerait largement celui qui lui était enlevé. Le brigadier la consola doucement et affectueusement, il lui raconta les détails qu'elle ignorait, la blessure et le dévouement courageux de son frère, il lui parla de leur avenir, de l'offre paternelle du bon curé et lui renouvela la promesse de se dévouer entièrement à son bonheur. Il réussit à calmer la première violence de son chagrin, l'âme douce et tendre de Caroline reçut facilement les impressions consolantes de son nouvel ami, et elle se trouva bientôt en état de marcher, appuyée sur le bras du brigadier. « Je voudrais dire un dernier adieu à mon frère, ce sera un grand adoucissement à ma douleur. » Le brigadier. « Venez, cher enfant, venez, allons embrasser une dernière fois notre frère. » Le brigadier la ramena dans la chambre où le curé priait pour l'âme qui venait de rentrer dans le sein de Dieu. Monsieur Delmy avait quitté la maison. Caroline marcha d'un pas ferme vers le lit, se pencha sur le visage souriant de son frère, déposa sur son front et sur ses joues décolorées plusieurs tendres baisers, pria quelques instants agenouillée près de lui, et se releva au moment où le brigadier commençait à s'inquiéter de son immobilité. « Partons, dit-elle, le visage baigné de larmes, mais calme et résigné. Monsieur le curé, je suis prête à me rendre chez vous, seulement, dites-moi qui restera près de mon frère ? » Ce sera moi, dit le brigadier. Ce sera Nanon, qui en a l'habitude, dit le curé, si on a besoin de votre aide, on vous appellera, brigadier. Le brigadier accompagna le curé et Caroline jusqu'à la porte, les suivit longtemps des yeux et revint près du lit de Gribouille, il le baisa au front. Adieu, pauvre enfant, pauvre frère, dit-il en le contemplant, tu m'as aimé pendant ta vie, tu m'as plus aimé encore à la mort, puisque, après t'être dévoué pour me sauver, tu m'as légué ta sœur, trésor de bonté, de sagesse, de piété. Mon frère, obtiens aussi pour moi ces vertus qui me la rendent si chère, afin que je puisse mériter son estime et sa tendresse. Adieu, pauvre ami. Veille sur nous, prie pour nous. Le brigadier sentit un calme extraordinaire renaître dans son âme, il pria doucement et sans amertume. Nanon ne tarda pas à le rejoindre. Il sortit sans mot dire et alla à la prison voir ce qui s'y passait. D'après ses ordres, on avait été chercher le juge de paix pour faire une enquête sur le double meurtre commis par Michel, on attendait le magistrat chargé de l'instruction du procès, et l'ordre de transférer le meurtrier au chef-lieu du département. Tout se fit selon la marche régulière des lois. Michel fut interrogé, les 2 assassinats furent constatés, et le coupable fut emmené, bien garrotté. Le jugement ne tarda pas à avoir lieu. L'assassin fut condamné à mort et exécuté dans le plus court délai, il mourut en vrai brigand, refusant de répondre au prêtre qui l'accompagna jusqu'au lieu du supplice, et n'inspirant que du mépris et du dégoût. Pendant que le brigadier faisait les affaires de son service, les commères ne laissaient pas moisir leur langue. Aussitôt que le brigadier fut sorti, elles se regardèrent avec un malin sourire. « Nanon. Avez-vous vu ? Le brigadier qui s'est agenouillé près du cadavre de l'innocent qu'il a laissé périr. Phrasy. Je me suis laissé dire qu'il l'avait jeté au-devant du pistolet de Michel. Nanon. Ma foi. Je n'en jurerai pas. Un gendarme, ça n'a pas de cœur, c'est capable de tout. Louison. Ce brigadier n'est tout de même pas mauvais, Rose n'a pas eu à s'en plaindre, le jour qu'il l'a arrêté par méprise. Phrasy. Je n'ai jamais compris ce qui leur avait pris ce jour-là, et pourquoi elle se sauvait. Nanon leur expliqua longuement et à sa manière ce qui s'était passé à cette occasion. Phrasy et Louison ne trouvaient pas clair ce récit embrouillé, mais elles firent comme si elles avaient compris, de peur de l'irriter. Elles trempèrent une croûte dans l'eau-de-vie mélangée d'eau, et reparlèrent de Rose et de Michel. Louison. En voilà encore une triste histoire. Et dire que je l'avais avertie, cette pauvre Rose, et qu'elle n'a pas voulu m'écouter. Toujours courir après ce Michel, ce vaurien,
qui ne vivait que de vol et de brigandage. Elle l'aimait, faut croire. Phrasy. Bah. Laissez donc, elle savait qu'il avait un magot, elle a voulu se faire épouser. C'était sa marotte de se faire épouser, personne n'en voulait. Nanon. Ce n'est pas étonnant. Une grosse rouge, pas le sou, faisant de la toilette comme une princesse, mauvais cœur, méchante langue, vieille et sotte. Tout ça ne fait pas une belle dot, que je pense. Louison. Mes bonnes amies, voici l'Angélus qui sonne, il serait bon, à mon avis, de faire une prière près de ce pauvre corps qui est là, couché sur son lit de mort. Nanon. Allez-y, Louison, nous irons chacune notre tour. Pendant que Louison, la moins mauvaise des trois, marmottait au pied du lit quelques prières qu'elle comprenait mal et qu'elle récitait plus mal encore, Nanon et Phrasy continuèrent leur conversation. Phrasy. Et la petite Caroline, que va-t-elle devenir? Elle ne peut pas rester toute seule dans cette maison. Nanon. Elle va me retomber sur les bras, ma chère. Le curé n'en fait pas d'autre, il l'emmène chez nous, on ne pourra plus s'en débarrasser. Phrasy. Que vouliez-vous qu'il en fît? Nanon. Pardi. La laisser à la charge du brigadier, qui avait laissé périr le frère. Ces femmes étaient si acharnées à discuter l'avenir de Caroline, qu'elles ne virent pas la porte s'ouvrir, le curé entré, il s'approcha des bavardes, auxquelles il apparut comme un revenant, elles poussèrent en même temps un cri, « Relevez-vous, pauvre folle », dit-il enfin, « j'ai entendu votre sotte conversation. Nanon, votre mauvais caractère, votre esprit malveillant rendent difficile l'œuvre de charité que je voulais faire, et, pour ne pas provoquer votre humeur et vos propos injurieux, je me bornerai à garder pendant 15 jours seulement la pauvre Caroline, au bout de ce temps je suivrai votre conseil, et je la remettrai aux mains du brave brigadier qui a été, non pas l'assassin, comme vous le dites, mais l'ami du pauvre Gribouille. » Les deux femmes levèrent sur le curé des yeux étonnés. Nanon voulut s'excuser, mais le curé sortit sans l'écouter. Eh bien, en voilà d'une autre. Monsieur le curé qui va faire une inconvenance pareille. Qui va lâcher une jeune fille au travers d'une bande de gendarmes, s'écria Nanon dès que la porte fut refermée. Et à qui la faute? Cria d'une voix aigre l'ami Phrasy. N'est-ce pas vous qui le vouliez tout à l'heure? Il faut croire que monsieur le curé la trouve plus en sûreté avec des hommes braves et honnêtes que près d'une méchante langue comme vous. Nanon. Méchante langue. Ah. C'est comme ça. Ah. Vous vous permettez de m'apostropher avec votre langue de vipère? Vous ne l'emporterez pas en paradis, elle est. Jamais plus, au grand jamais, je ne vous appellerai pour veiller les morts. Phrasy. Et qu'est-ce que ça me fait, moi? Voilà-t-il pas un beau profit de passer une nuit en compagnie d'un mauvais caractère, d'un esprit malveillant, comme disait si bien monsieur le curé, car il l'a dit, il n'y a qu'un instant. Nanon allait répliquer, mais Louison leur fit honte de leur emportement en présence de la mort, elle réussit, après quelques tentatives infructueuses, à réconcilier les ennemis, et toutes trois se mirent d'un commun accord à veiller convenablement. La nuit se passa péniblement et tristement, elles étaient honteuses de leur violence. Nanon surtout regrettait la colère à laquelle elle s'était livrée. Le brigadier avait été occupé jusqu'à la nuit aux formalités voulues pour constater le crime et le décès. Quand sa tâche fut finie, il se dirigea vers le presbytère pour savoir des nouvelles de Caroline, il la trouva triste, laissant échapper de temps à autre une larme qui se faisait jour malgré tout son courage et sa résignation. Elle l'accueillit avec un doux sourire et reprit la conversation interrompue le matin, elle s'assura que son frère n'était pas seul, recueillit encore quelques détails oubliés sur ses pressentiments, ses visions de sa mère et des anges, elle sourit au souvenir de Jacquot et de la frayeur que témoignait Gribouille de ses mauvais propos. Le brigadier s'informa avec ménagement du jour et de l'heure de l'enterrement, et lui promit d'être à la tête du convoi. Le curé rentra et parla au brigadier de la nécessité de hâter son mariage et de procéder, aussitôt après l'enterrement de Gribouille, à la publication des bans et aux autres formalités nécessaires. Le brigadier regarda Caroline, pour deviner quelle était sa volonté. « Je ferai ce que me conseillera le curé, dit-elle, répondant à son regard. Le curé. C'est bien, mon enfant,
Je reconnais là votre sagesse et votre douceur accoutumée, nous allons tout arranger, moi et le brigadier. Caroline. Je désire seulement que tout se fasse sans fête et sans bruit, tout à fait entre nous, comme le comporte le deuil de nos cœurs. Le brigadier. C'est ainsi que je l'entends moi-même, Caroline. Notre pauvre frère sera seul présent à notre mariage comme il l'a dit en mourant. Caroline pleura, puis sourit. La journée du lendemain se passa comme celle de la veille, entre les larmes et le sourire. Le jour de l'enterrement arriva. Une foule immense suivait le cercueil, la mort du pauvre Gribouille avait fait sensation dans la ville, et chacun voulut rendre hommage à son généreux dévouement, en suivant ses restes jusqu'au lieu du repos. À la tête du deuil marchaient le brigadier et M. Delmy. Caroline, retirée dans un coin de l'église, priait et pleurait, mais elle se sentait fortifiée et consolée, comme si l'âme de son frère avait pénétré dans la sienne. Lorsque le cercueil quitta l'église pour se diriger vers le cimetière, Caroline le suivit de loin. Le jour du mariage fut aussi calme que les jours précédents, M. Delmy et un de ses amis servirent de témoins à Caroline, ceux du brigadier furent deux de ses camarades. Après la cérémonie, il y eut chez le curé un déjeuner pour les mariés et les témoins. On se sépara ensuite. Le brigadier et sa femme allèrent faire leur visite de noces à la tombe du pauvre Gribouille. Le brigadier emmena Caroline chez lui, elle s'occupa immédiatement à mettre de l'ordre dans le ménage. Après y avoir passé quelques jours, ils résolurent de quitter cette demeure triste et trop resserrée et de s'installer dans la maison de Caroline. « J'y aurai de doux souvenirs, mon ami, dit-elle à son mari, ils seront dénués de tristesse, car ceux que j'aimais y sont morts en bons chrétiens, comme ils avaient vécu. » Caroline reprit son ancien état de couturière, l'ouvrage, loin de lui manquer, devint si abondant, qu'elle fut obligée d'avoir une, puis deux, puis plusieurs ouvrières. Leur ménage prospéra de toute manière, Dieu bénit leur piété et leur tendresse en leur donnant plusieurs enfants qui, élevés en chrétiens par une mère et un père chrétien, firent la joie et l'orgueil de leurs parents. M. Delmy continua toujours à témoigner la même amitié à Caroline et à son mari, et à y venir souvent quand l'ouvrage de la journée était fini. Madame Delmy ne pardonna jamais à Caroline de l'avoir quittée, après avoir été initiée dans les secrets intimes de sa toilette. Ses enfants oublièrent promptement Caroline et Gribouille, quoiqu'ils eussent été très impressionnés par la mort de ce dernier. Madame Delmy ne tarda pas à se brouiller avec ses amies, Madame Grébu, Madame Ledoux et Madame Piron, toutes quatre se déchiraient à belles dents et s'injuriaient quand elles se rencontraient. Le curé vécut longtemps encore, ce fut lui qui baptisa et maria les enfants de Caroline, l'humeur toujours plus aigre de Nanon l'obligea à s'en séparer, elle partit en grondant et se plaignant, et vécut dans sa famille d'une petite rente que lui faisait le bon curé. Pélagie prit le ménage à sa charge après le départ de Nanon, aidée de quelques journées d'ouvrière, la maison marcha mieux et surtout plus paisiblement qu'avec Nanon. Pélagie consacra sa vie à son oncle et ne lui survécut que de quelques mois. La mémoire de Gribouille et de son dévouement vit encore dans la ville de. On voit sur l'emplacement de sa tombe une croix en pierre avec une inscription portant son nom, son âge, et l'année de sa mort. Sans vouloir nommer cette ville, nous pouvons dire qu'elle se trouve en Normandie, à quelques lieues de Verneuil.